Pendant des siècles, on a imaginé les bâtisseurs d'Égypte comme des tailleurs de pierre, infatigables, sculptant des blocs gigantesques à coups de maillet. Pourtant, certains indices racontent une toute autre histoire. Et si les murs des pyramides n'étaient pas faits de blocs taillés, mais de pierres moulées? Une technologie oubliée, plus subtile, plus ingénieuse, qui changerait complètement notre vision de l'Ancien Empire. Si cette hypothèse est juste, tu ne regarderas plus jamais les pyramides de la même manière. Depuis leur découverte, les pyramides ont cristallisé l'admiration comme la perplexité. Leur précision, leur régularité presque mécanique, leur orientation astronomique parfaite, tout cela semble dépasser les moyens qu'on attribue souvent aux civilisations de l'âge du bronze. Notre imaginaire collectif repose sur une image forte. Des milliers d'ouvriers tirant des traîneaux sous le soleil, escaladant des rampes aujourd'hui disparues, déplaçant jour après jour des blocs de plusieurs tonnes. Ce récit est cohérent, enseigné, et s'appuie sur de nombreuses données archéologiques. Mais il laisse aussi derrière lui des questions gênantes. Certaines pierres présentent des bulles, comme si elles avaient été coulées. D'autres montrent, sous le microscope, une structure interne qui n'a rien d'une roche naturelle. Et surtout, certains blocs sont si parfaitement ajustés qu'ils semblent avoir été faits les uns contre les autres. C'est dans ce contexte qu'une hypothèse alternative, née au XXe siècle, revient régulièrement dans le débat scientifique. Elle ne remet pas en cause la grandeur de l'Égypte ancienne. Bien au contraire. Elle suggère qu'elle était encore plus sophistiquée qu'on ne l'imagine. Un matériau obtenu par un procédé de géopolymérisation, autrement dit une forme de béton naturel, fabriqué avec des ressources locales. Pas du béton moderne, mais une technique chimique archaïque, intelligente, adaptée à l'environnement du Nil. L'idée peut sembler provocatrice. Et pourtant, elle repose sur des observations bien réelles. Les Égyptiens auraient extrait des millions de blocs de calcaire dans les carrières de Toura ou de Mokattam, avant de les transporter sur des kilomètres, par bateau, par traîneau, ou grâce à des rampes en pente douce. Ils auraient ensuite ajusté chaque bloc à la main, avec une précision parfois inférieure au millimètre, malgré des outils en cuivre, des burins en pierre et une organisation logistique colossale. Tout cela n'a rien d'impossible. Des fouilles ont révélé des villages d'ouvriers, des outils, des fragments de rampes, et même des inscriptions mentionnant des équipes de transport de pierre. La théorie reste solide, mais dès qu'on regarde de plus près les blocs eux-mêmes, certains détails ne cadrent plus. Les rampes, supposées atteignant plusieurs dizaines de mètres de haut, n'ont laissé que très peu de traces. Et surtout, plusieurs blocs présentent des caractéristiques internes difficiles à expliquer par une simple taille mécanique. Inclusion désorganisée, bulles, microfossiles cassés ou composition chimique légèrement différente de celle attendue pour une roche d'origine unique. Ces anomalies ne prouvent rien, mais elles ouvrent une porte. C'est dans les années 1970 que Joseph Davidovits propose une réponse radicale. Son idée est simple. Au lieu de transporter des blocs massifs, les Égyptiens auraient transporté une boue calcaire. Un mélange de calcaire local désagrégé, d'argile, de natron, ce sel minéral utilisé aussi pour la momification, et d'eau. Une sorte de pâte géochimique capable de durcir naturellement grâce à des réactions alcalines que l'on sait aujourd'hui reproduire en laboratoire. Cette théorie permettrait d'expliquer pourquoi certains blocs de la pyramide présentent des zones reconstituées. Pourquoi leurs surfaces sont parfois si régulières qu'elles semblent sorties d'un moule. Et pourquoi certaines analyses montrent la présence de silicates hydratés, typiques de matériaux ayant subi une réaction chimique, plutôt qu'une simple lithification naturelle. Pour ces détracteurs, l'idée reste trop audacieuse. Aucun texte de l'époque n'évoque explicitement un tel procédé. Les Égyptiens, disent-ils, étaient avant tout des maîtres de la pierre, pas des chimistes. Pourtant, Davidovits rappelle que l'Égypte maîtrisait des technologies chimiques bien avant les Grecs. Fabrication du verre, du faïence émaillée, extraction de pigments, manipulation du natron pour les momies, préparation de mortiers. L'idée d'une chimie des matériaux n'a donc rien d'anachronique. Et surtout, la méthode de géopolymérisation qu'il propose fonctionne. Testée en laboratoire, elle produit un matériau très proche du calcaire reconsolidé,
parfois même plus résistants. Plusieurs campagnes d'analyse ont donc été menées. Certaines, menées par des équipes aux États-Unis ou en France, confirment l'existence d'éléments chimiques inattendus. D'autres, en revanche, interprètent ces mêmes données comme des phénomènes naturels, altérations lentes, variations géologiques locales, contamination par l'environnement. Le dossier scientifique reste ouvert, complexe, parfois contradictoire. Mais une chose est sûre, l'intérieur de certains blocs ne ressemble pas exactement à de la pierre naturelle intacte. Cela ne prouve pas qu'ils ont été fabriqués, mais cela montre que la question mérite d'être posée. Et derrière cette question technique se cache un enjeu plus profond. Une pyramide construite avec des blocs moulés n'est pas moins impressionnante. Elle est autrement impressionnante. Cela montre une capacité à manipuler la matière, à inventer des procédés adaptés, à optimiser le travail humain. Cela raconte une Égypte ingénieuse, expérimentale, capable de maîtriser des réactions chimiques que le monde occidental ne redécouvrira que plusieurs millénaires plus tard. Mais l'idée dérange, car elle bouscule des décennies d'interprétation, d'iconographie, et même une certaine vision romantique des chantiers antiques. Moins de sueur, plus de science. Moins de force brute, plus de maîtrise technique. C'est une autre Égypte, plus subtile, plus innovante, peut-être trop moderne pour certains. Pour comprendre concrètement ce que pourrait être cette technique, il faut imaginer le chantier autrement. Non pas comme un balai de traîneaux tiré par des centaines d'hommes, mais comme une fabrique à ciel ouvert. À proximité du chantier, on trouve du calcaire argileux qui, une fois désagrégé, forme une boue naturelle lorsqu'on l'humidifie. En y ajoutant du natron, riche en sodium, les proportions adéquates déclenchent une réaction alcaline lente, capable de créer un liant minéral. Le mélange devient malléable durant quelques heures. Il peut être versé dans des moules en bois, montés directement à l'endroit où le bloc doit se trouver. L'idée paraît moderne, mais elle repose sur des matériaux disponibles partout sur le plateau de Gizeh. Si ce procédé était réellement utilisé, il permettrait d'ajuster les blocs les uns contre les autres avec une précision déconcertante. La pierre se solidifierait en place, épousant parfaitement la forme de ses voisines. Cette simple idée explique, sans mystère, des ajustements impossibles à obtenir avec des outils en cuivre seuls. Mais le plus fascinant, ce n'est pas la technique elle-même, c'est ce qu'elle implique sur la façon dont les anciens comprenaient la matière. Car si l'hypothèse du calcaire reconstitué tient, même partiellement, cela suggère une culture où la chimie artisanale était un savoir transmis, intégré, peut-être même ritualisé. Une connaissance empirique née de l'observation du Nil, des sédiments, des dépôts de natron qui cristallisent dans les lacs asséchés. Une connaissance patiente, disponible à ceux qui, au fil de générations, apprenaient à manier le feu, les sels, les pigments, les minéraux. Les Égyptiens maîtrisaient déjà l'art de la faïence siliceuse, une céramique qui nécessite une compréhension profonde des réactions chimiques, bien avant les grandes découvertes de l'Antiquité méditerranéenne. Dans ce contexte, fabriquer une pierre reconstituée n'aurait rien d'impossible. Cela ne ferait pas d'eux des alchimistes, mais des artisans d'une intelligence technique que notre époque a longtemps sous-estimée. Cependant, il serait falche de prétendre que l'hypothèse du béton antique résout tout. Elle apporte autant de questions qu'elle n'en résout. Pourquoi certains blocs, notamment dans les niveaux les plus profonds, semblent parfaitement naturels? Pourquoi d'autres, situés à l'extérieur, montrent des signatures chimiques plus ambiguës? Si une technologie de géopolymère a existé, était-elle utilisée partout, ou seulement pour certaines parties du monument? Était-ce une solution d'appoint, ou une méthode centrale? Les partisans de la pierre taillée rappellent que les carrières de Toura montrent clairement des traces d'extraction, compatibles avec le transport massif du calcaire. Et ils soulignent aussi que les textes connus, journaux de chantier, inscriptions votives, ne mentionnent à aucun moment une fabrication artificielle des blocs. Rien de tout cela ne permet de trancher net. Cela montre simplement que la réalité pourrait être hybride, plus nuancée que les scénarios tranchés qu'on oppose parfois. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les pyramides ont été construites par une société obsédée par la précision. Que les blocs soient taillés ou moulés, ils répondent à une logique où le moindre millimètre compte. Cette obsession avec l'alignement, avec le niveau, avec l'orientation céleste, dépasse le simple souci architectural.
elle touche à une vision du monde. Les pyramides ne sont pas seulement des tombeaux, ce sont des machines symboliques où la géométrie incarne l'ordre cosmique. Dans cette perspective, qu'ils aient eu recours à la chimie ou non, les bâtisseurs de Gizeh cherchaient toujours la solution la plus rationnelle pour atteindre leur objectif. Et c'est peut-être cela, le véritable héritage de l'Égypte antique. Une capacité permanente à inventer, à combiner, à optimiser, loin des clichés d'un peuple qui ne comptait que sur la force brute. Ce débat sur la nature des blocs révèle aussi une tension contemporaine. D'un côté, le respect légitime pour la rigueur archéologique. De l'autre, l'envie de réévaluer des méthodes anciennes avec les outils scientifiques modernes. Les deux approches ne sont pas ennemies, elles se complètent. Car dans l'ombre de ces blocs, qu'ils soient taillés ou moulés, se cache peut-être un savoir-faire qui a traversé les siècles avant de s'effacer. Une science artisanale, fine, patiente, née de l'observation du monde naturel. Une science que nous redécouvrons aujourd'hui, parfois sans même nous en rendre compte, dans les laboratoires qui testent les géopolymères pour des matériaux écologiques du futur. Et si les Égyptiens avaient, sans le savoir, ouvert la voie à ces innovations? Et si la modernité ne faisait que rattraper un savoir immémorial? En fin de compte, la question ne se résume pas à taille ou moulage. Elle nous oblige à regarder différemment ce que nous croyons acquis. Elle rappelle que les civilisations anciennes n'étaient ni naïves ni primitives. Elles étaient ingénieuses, curieuses, capables d'expérimenter, capables de maîtriser des phénomènes que nous croyons modernes. Peut-être que les blocs de Gizeh ont été coulés, peut-être qu'ils ont été taillés, peut-être qu'ils combinent les deux approches. Mais au fond, la véritable question est ailleurs. Qu'avons-nous encore à découvrir dans ces monuments qui défient le temps? Quelles connaissances ont disparu avec leurs artisans? Et combien d'inventions anciennes attendent simplement qu'on les redécouvre? Si tu veux soutenir ce type d'exploration, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à partager cette vidéo et dis-moi en commentaire quel mystère ancien tu voudrais voir abordé dans une prochaine enquête. L'histoire n'a pas fini de nous surprendre.